Bon, donc, aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Pierre Bruno. Je ne vais pas vous présenter Pierre Bruno, tout le monde le connaît, mais voilà, psychanalyste, membre fondateur du Paris de Lacan, hein, euh, professeur émérite honoraire maintenant peut-être à l'Université de Toulouse, psychanalyste, qui est déjà intervenu à Espace à plusieurs reprises. Euh, Ensuite, on discutera un peu et puis Gisèle interviendra à son tour, comme, comme d'habitude. Bien, ben, je remercie Gisèle Chaboudet et Alain Vanier de leur invitation. Euh, je me réjouis de l'existence d'un lieu dans lequel il est prévu d'échanger sur les enjeux contemporains de la psychanalyse, et ce d'autant plus que quelquefois nous avons plutôt à nous plaindre d'un repli communautariste concernant la psychanalyse, qui n'est pas forcément ce qui permet à la psychanalyse d'affronter le présent. Euh, J'aurais d'ailleurs participé aux séances précédentes, ne serait-ce quelques ennuis, quelques pépins de santé qui m'ont empêché de le faire. Donc, sans doute que vous avez trouvé le titre un peu énigmatique. J'ai quand même trouvé trois sous-titres, quatre sous-titres: la réalité, le réel, le nom du père, le symptôme, puisque ce sont les questions que je vais aborder au fur et à mesure. Alors, ce titre, Sartor Resartus, est celui d'un ouvrage de Carlyle, un philosophe, historien et satiriste écossais du XIXe siècle, que Lacan cite dans Problèmes cruciaux pour la psychanalyse. On peut traduire cette expression latine par le tailleur rapiécé, ce qui évoque l'expression tailler un habit à quelqu'un. Or, on doit exiger d'un psychanalyste qu'il soit un sartor resartus. Un psychanalyste, en effet, a à opérer avec son savoir, qui n'est pas un ensemble de trucs, et en tenant compte de la division entre savoir et vérité. Cette division elle-même n'est jamais figée. Son ampleur va de la feuille de papier cigarette jusqu'à l'espace intersidéral, mais il y a toujours une intersection. Je ne prendrai pas parti sur ce qu'on appelle, certains de nos collègues appellent nouvelle clinique, qui se focalise notamment sur les addictions censées résulter d'un déclin de la loi du père, ou sur l'autisme, ou sur un retour des cas limites, et ce, d'autant moins que cette expression, nouvelle clinique, me semble être un pléonasme, puisque toute clinique, à savoir ce qui se dit dans une analyse, est inédite par définition. Quelle que soit la clinique, il s'agit d'être sans cesse attentif à vérifier si l'assise théorique qui oriente la pratique psychanalytique est en mesure de surmonter les obstacles, voire les impasses, toujours présents dans une cure, pour mener l'analysant à forger une fin satisfaisante, ce qui dépend évidemment aussi de la conception qu'on se fait de cette dite fin. Je vais donc procéder, coupe et couture oblige, à une série d'essayages au nombre de 6, que vous allez découvrir au fur et à mesure, et j'aurai recours principalement au départ au binôme réalité-réel que j'ai essayé d'explorer dans mon livre sur la réalité, et dont je vais me servir comme, je l'espère, d'un sésame par rapport aux questions que je me pose. Alors, premier point, la réalité selon Freud.
font des rappels. Pour Freud, la réalité, c'est-à-dire réalité toujours, est soit, il utilise plusieurs adjectifs, la réalité réelle, la matérielle ou l'effective. C'est soit celle-ci, soit ou bien la réalité psychique. Le rapport entre réalité matérielle et réalité psychique est explicité dans son article de 1924, notamment la perte de la réalité dans la névrose et la psychose. Réalité Verlust, perte de la réalité, dans l'un et l'autre cas, névrose et psychose, ce qui indique au moins que Freud n'a pas une conception déficitaire de la psychose. Je résume la thèse de Freud par une citation. La névrose ne dépend pas, le verbe allemand c'est Verlegnung, la réalité, elle veut simplement ne rien savoir d'elle. La psychose la dément et cherche à la remplacer. La perte de la réalité vont donc aussi bien pour la névrose que pour la psychose, mais selon un processus différent. Refoulement dans un cas, démenti dans l'autre. En ce sens, la réalité dite matérielle est soumise à une perte structurale, disons même à une perte constituante. D'où l'importance d'un concept un peu négligé, celui de dédommagement. La réalité dite psychique dédommage la réalité matérielle de sa perte, soit par le symptôme dans la névrose, soit par le délire dans la psychose. Ainsi, le fantasme est-il une entrée dans la réalité, dans la mesure même où il est ce qui acte cette perte. Plus précisément, dans un double mouvement, le fantasme révèle et recouvre cette pièce manquante, ce résidu chimique dont on ne peut rien extraire, selon la définition du caput mortuum que Lacan va retenir pour désigner le réel. Intéressant étant d'ailleurs l'expression latine qui fait référence à la pulsion de mort, manifestement. Bon, deuxième point de rappel. Le réel selon Lacan. Lacan invente la catégorie de réel qu'il distingue de la réalité. Dès le séminaire sur la lettre volée, qui ouvre les écrits, Lacan, au moyen d'un algorithme à 3 niveaux, je précise 3 et non pas 2, je rappellerai éventuellement pourquoi dans la discussion, aboutit à la conclusion que dans le 3e niveau, le premier niveau étant celui d'une suite au hasard de plus et de moins, certaines successions sont logiquement impossibles à écrire. C'est la première et la dernière définition du réel. Dans le moment de conclure, certes, Lacan en propose une autre, qui relève aussi du modal. Le réel, dit-il, est nécessaire. Ce n'est pas contradictoire. Disons qu'il est nécessaire, et non pas seulement possible ou contingent, qu'il y ait de l'impossible. On peut aussi trouver chez Lacan une autre définition du réel, c'est le hasard. Chacun sait que Lacan est un lecteur, j'avais mis un élève de Mallarmé, j'exagère, un lecteur de Mallarmé. Qu'est-ce à dire, sinon que dans la suite des plus et des moins du premier niveau de l'algorithme, il est impossible de prévoir le coup suivant. L'impossibilité ici ne veut pas dire que telle succession est impossible, comme au 3e niveau, mais qu'il est impossible, c'est ce qu'on appelle le hasard, de prévoir si plus ou moins viendra après plus ou moins. C'est cette imprévisibilité que Freud a identifiée dans le Fortda et que la répétition a pour fonction de traiter. Je rappelle bien sûr que la répétition, ce n'est pas la reproduction. Elle vise à élaborer une loi,
la pulsion de mort n'étant rien d'autre que l'introduction de la loi dans le vivant. Telle est la raison, notamment, du 8 intérieur en tant qu'élément de base de la topologie lacanienne, au même titre que la bande de Möbius. La réalité maintenant. Dans sa conférence de décembre 1967 à Milan, intitulée « De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité », nous avons d'emblée une réponse dans l'incipit de l'article. Je cite, « Si étonnant que cela puisse paraître, je dirais que la psychanalyse, soit ce qu'un procédé ouvre comme champ à l'expérience, c'est la réalité. La réalité y est posée comme absolument univoque, ce qui de nos jours est unique au regard de la façon dont s'empêtrent les autres discours. » Dans cette phrase, Freud est bien entendu reconnu comme l'inventeur du dit procédé, psychanalyse, mais cependant, il est critiqué implicitement puisque sa conception de la réalité n'est pas univoque. Réalité matérielle d'une part, réalité psychique de l'autre. En refusant cette scission, Lacan soutient une seule thèse, à savoir que la réalité ne peut jamais être apurée du fantasme. C'est une thèse névariéture chez Lacan, au point que fantasme devient un synonyme de réalité. On appréhende en ce point un écart qui n'est pas négligeable entre Freud et Lacan. Deuxième point, j'ai consacré une part non négligeable de mon livre sur la réalité à un philosophe, Leibniz, 1646-1716, donc après Descartes et avant Kant. La raison en est que j'ai longtemps plutôt, été retenu par une formule qui, à elle seule, condense le génie de Leibniz et qui en fait un philosophe un peu de bord de route, si vous entendez cette expression, parce que il est toujours difficile d'inscrire Leibniz dans la trajectoire bien connue et bien calibrée entre Platon et Heidegger. Leibniz, dans cette trajectoire-là, il est toujours un peu de côté. Alors, cette formule, c'est « Pourquoi y a-t-il quelque chose, etwas, plutôt que rien, nichts ?» On trouve cette formule au moins à 2 reprises dans son œuvre. La plus récente, dans Principe de la nature et de la grâce, fondé en raison, qui est daté de 1714, soit 2 ans avant la mort du philosophe. Je vais donner une interprétation abrupte de la réponse de Leibniz à sa propre question. Voici, ou bien Dieu, ou bien le néant. Si Dieu n'existe pas, c'est le néant qui est là. J'ai fait un sort dans la première de couverture de mon livre, Le Monde, puisque vous n'êtes pas très nombreux, donc vous pouvez le voir, à la photographie tirée d'un film de Jack Arnold, L'homme qui rétrécit, d'après un roman de Richard Matheson, dans ce film, on peut entendre les derniers mots du héros de ce film qui, au fur et à mesure du film, rétrécit, se fait de plus en plus petit parce qu'il a avalé une drogue, etc. Et à la fin, au moment où il est sur le point d'être avalé par une fourmi, je crois, il rétrécit, mais il dit « Le néant n'existe pas. Je vais devenir de plus en plus petit, mais jamais je ne serai rien. » Autrement dit, comme la tête de Méduse,
la notion de néant est, selon moi, une notion apotropaïque qui nous permet de masquer que la perte est constituante de la réalité. Et c'est j'ai voulu donner à cette proposition, le néant n'existe pas, une démonstration rigoureuse en mettant en regard et en opposition la philosophie de Leibniz, celle du meilleur des mondes possibles, dont on sait qu'elle a été beaucoup moquée, notamment par Voltaire, qui suppose Dieu en tant que garant contre le néant, qui selon nous n'est qu'un tigre de papier. Alors, entre la philosophie de Leibniz et l'invention par ce même Leibniz, en même temps d'ailleurs que Newton, mais par d'autres voies, du calcul infinitésimal qui implique, à contrario, que le néant n'existe pas. Tout ce calcul infinitésimal repose en effet sur cette définition de l'égalité sur laquelle il fonde son invention, et je le cite parce qu'elle est très éclairante. Je juge d'ailleurs que des termes sont égaux, soit si leur différence est absolument nulle, ça c'est ce qu'on appelle l'égalité courante en quelque sorte, mais aussi lorsqu'elle est incomparablement petite, et bien qu'on ne puisse en ce cas dire que cette différence ne soit absolument rien, elle n'est pourtant pas une quantité comparable à celle dont elle est la différence. C'est une définition extrêmement lumineuse. Et donc, c'est cette diffraction entre le système philosophique de Leibniz et son invention mathématique que je vais appeler le symptôme de Leibniz, puisque je reviendrai sur la question du symptôme à la fin. Quatrième point, qui concerne cette fois la réalité selon Lacan. Alors, ce n'est pas, on vient de le voir, le réel. Ce n'est pas non plus le binôme réalité matérielle, réalité psychique. Enfin, le fantasme n'est pas exfiltrable de la réalité. Alors, comment tenir compte de ces trois repères? Pour ma part, je soutiens, j'en donnerai peut-être les raisons pour développer dans la discussion, je soutiens que l'enjeu d'une psychanalyse est d'intervenir sur ce couple réel d'un côté, réalité fantasme de l'autre. Je crois d'ores et déjà pouvoir indiquer, mais je ne le ferai pas cette fois-ci, que ce procès implique un dénouement, puis une recomposition du nœud borroméen. Et je faute de me lancer dans ce développement, je m'en tiens à un cap qui est de tenir la réalité fantasme comme étant ce sur quoi opère une psychanalyse, en rappelant ce qu'en dit Lacan en fin 1977, c'est-à-dire pratiquement à la fin de son enseignement, il n'y a pas de réalité, la réalité n'est constituée que par le fantasme. Alors, un petit mot, pourquoi cette reconstitution du nœud borroméen dont je viens de parler, consécutive à son annulation, est-elle nécessaire, puisqu'on pourrait penser qu'il s'agit d'un retour au point de départ? Bien, elle est nécessaire pour que, au terme du procès, le réel soit assumé comme ce qui fait cesser l'infinitude de la réalité fantasme, en inscrivant dans la réalité fantasme une limite qui est celle d'un impossible à écrire, soit de la non-représentabilité du sexe. La mesure est ainsi prise de ce que le réel existe en tant que trou bordé par le symbolique. Ce que Leibniz hypostasie comme néant, c'est le réel. Dans une cure, il me semble que l'exfiltration du tort de la réalité fantasme hors du nœud borroméen
correspond à ce moment crucial dans lequel un analysant, en fin d'analyse, quand il parvient à ce point-là, ce qui n'est pas toujours le cas, se confronte avec la détresse, dans la catégorie freudienne, Hilflosigkeit. Oui. Je relève que l'angoisse, sur ce point, est originairement produite avant qu'elle n'ait une dimension phobique. Elle est produite par l'expulsion primaire, Auslösung. Et je rejoins sur ce point Isabelle Morin. Lacan, dans Littérateur, qui inaugure autres écrits, a écrit la formule qui, m'en semble-t-il, rend intelligible ce moment. C'est la formule suivante: rature d'aucune trace qui soit d'avant. Et non, je le précise parce que j'ai entendu quelquefois le contraire, une citation faussée, et non pas rature d'aucune trace qui ne soit d'avant. Donc, il n'y a rien avant la rature. On peut alors avancer que l'exfiltration du tort de la réalité fantasme hors du nœud borroméen est ce par quoi un sujet peut faire l'expérience de cette entrée, disons, dans le monde qui n'a pu, originairement, être symbolisée comme telle. Cela donc ne signifie pas qu'il y aurait un réel avant le symbolique, mais au contraire que le réel ne peut venir à exister que par cette épreuve de l'impossible à écrire, ou, si vous préférez, par cette ordalie de l'inexistence du rapport sexuel. En somme, il s'agit d'un pont dont les arches des tyrans sont le sujet lui-même, délesté de la dimension imaginaire de son moi et de sa divine comédie. Ok, j'avais dit que j'en dirais un mot tout à l'heure. Comme je suis tout à fait dans les temps que j'avais prévus, je vous le dis maintenant. Pourquoi 3 niveaux et 2 niveaux? Donc, pourquoi 3 niveaux et non 2 niveaux, tels que Lacan les présente dans le séminaire sur la lettre oblée, où il présente 3 niveaux pour arriver à déterminer le réel en tant qu'impossible à écrire. Et je marque ici quand même un désaccord avec Jacques-Alain Miller dans son livre que j'ai lu, parce que j'essaye de lire le maximum, L'os d'une cure, dans lequel il ne fait état que de 2 niveaux, ce qui me semble être quelque chose de tout à fait contestable. Pour ma part, je pense que le premier niveau est celui de la suite des plus et des moins. Le second niveau introduit la loi de la castration de la mère grâce à la symbolisation du forte dans le forte d'A. Et le troisième niveau acte la division identifiable par le symptôme entre savoir et vérité. Donc c'est quand même un point qui me paraît assez essentiel. Alors, 5e point. On peut aussi bien s'en passer du nom du Père, etc. Wo es war, soll ich werden. La formule canonique de Freud est lue par Lacan de façon singulière, dans la mesure où, dans son dernier enseignement, il distingue das Ich et l'ego. D'emblée, avec cette distinction, se mesure l'impropriété du je, en tant que pronom personnel première personne, à occuper cette place qui serait soit celle du vrai sujet de l'inconscient, soit celle du performatif. Ainsi, grâce à cette remarque qui correspond, je pense, à l'invention de l'ego, se met en place une alternative aux questions existentielles
alternative aux questions existentielles, que la magie et la religion ont jusqu'à présent conservé le monopole en quelque sorte. Et c'est une alternative aussi à la science qui se rempart d'un non silicette, moyennant quoi, comme on le voit avec Newton, Meyer, Cantor, Gödel et bien d'autres, la méta, c'est-à-dire l'après, expulsée par Descartes et Kant, rentre par la fenêtre. Cet enjeu d'une psychanalyse va donc, avec Lacan, au-delà de la simple levée, encore que ce soit quelque chose de déjà considérable, de l'ISA, c'est-à-dire l'inhibition, symptômes et angoisse. D'ailleurs, même par rapport à cette thèse de Freud, il faut noter que si un des postulats de départ de Freud est que, qu'il le développe par exemple dans Dora, et que la reconstitution de l'histoire du sujet est en mesure de supprimer le symptôme, son dernier article, inachevé sur le clivage du moi, prend acte au contraire de son incurabilité. Bon, voilà. Alors, une première condition, et c'est là qu'on aborde les problèmes que je voudrais soumettre à la discussion principalement, pour ouvrir le chemin d'une alternative à la magie, à la religion et à la science, et de mettre en question, dans le parcours d'une cure, à la fin, l'identification primaire. Je rappelle que celle-ci est constituante du nom du Père, même, à mon sens, dans les cas dits de psychose, où sa forclusion, son rejet ou sa péremption, comme il a pu être dit, rend inopérante la métaphore paternelle. Je vais m'en tenir uniquement ici à évoquer un nom, Kierkegaard, auquel convient le terme ressuscité par Lacan de symptôme, I-S-I-N-T-H-O-M-E, soit translinguistiquement sin, le péché, tome, la coupure, coupure avec le péché, donc celui du Père. Le péché du Père n'est rien d'autre que de vouloir transmettre son nom à ses enfants. Et pour ne pas en être contaminé par ce péché, on sait que Kierkegaard, d'ailleurs le père de Kierkegaard était quand même pas tout à fait, quand même quelqu'un de douteux sur certains plans, et pour ne pas en être contaminé, on sait que Kierkegaard n'a pas manqué de signer ses livres d'un autre nom. La même remarque pourrait d'ailleurs être faite pour Hölderlin, Pessoa et ses 176 hétéronymes, pour Antonin Artaud et bien d'autres. Le point que je vais essayer de mettre en évidence est que cette nomination, constituante donc du nom du Père, est rejetée alors qu'elle est celle qui nomme le X, c'est comme ça que je définis le nom du Père, l'inconnu, ce X qui dit que non à phi de X, dans les formules de la sexuation, et fonde ainsi l'exception nécessaire pour qu'une loi fonctionne et pour qu'un sens soit préhensible. On voit bien donc le caractère, en quelque sorte, essentiel du nom du Père, et donc de l'identification primaire. En effet, sans cette exception du X, pas moyen pour un sujet de se repérer de façon stable dans une perspective, au sens optique, voire topologique du terme, comme Lacan le développe long et en large dans son séminaire L'objet de la psychanalyse. Or, cette nomination, c'est ce que Lacan va lui-même expliciter, est une imposture, pour autant qu'aucun père ne peut se nommer lui-même, et que, comme Lacan l'affirme par ailleurs, aucun nom ne lui convient.
sinon le nom de nom de nom, qui est une insulte. Dès lors, quelle est la solution? Je pense que nous en trouvons une dans une formule qui est encore une fois souvent mal citée, se servir du nom du Père, et non pas se servir du Père, pour pouvoir s'en passer. Et pour traduire cette option avec mes mots, j'emploie l'expression récusation de l'identification primaire, récusation voulant dire que cette identification doit être consentie au départ, puis récusée au cours et à la fin du procès analytique. Ce n'est pas d'ailleurs sans raisonner avec la partie droite du tableau de la sexuation, dans l'étourdi et dans encore, où cet X est non pas, je le rappelle, Lacan y insiste, non pas contredit, mais suspendu. Comme Lacan l'a avancé dès avant sa dite excommunion, pardon, les noms du Père sont pluriels. L'un d'entre eux aussi bien est la femme, L, A majuscule, bien repérable, par exemple, en tout cas, c'est mon avis, dans l'hystérie masculine. Quand on lit le cas Heitzmann, par exemple, on voit bien qu'il y a un nom du père, je dis, qui est la femme. Le rôle que joue sa sœur, notamment. Et d'ailleurs, c'est intéressant chez Heitzmann parce que euh, certains psychanalystes, comme McAlpine, ont soutenu l'idée que Heitzmann était schizophrène. Dans un livre qui est paru en anglais, qui n'a pas, à ma connaissance, a été traduit en français, mais avec son collègue Hunter, ils soutiennent tous deux qu'il s'agit d'une schizophrénie. Et je pense que, bon, là-dessus, je pense que justement, repérer que il y a bien un nom du père, mais que c'est la femme, ça permet de se situer correctement par rapport à cette thèse qui ne me paraît pas juste, de McAlpine et Hunter. J'irai jusqu'à dire même que le cluedo d'une analyse est de découvrir le nom que j'ai choisi pour nommer cet inconnu du X. Alors, cette récusation implique ce que j'appelle un démontage ou encore une traversée du fantasme. Dans ce processus, il me semble qu'un des trois fantasmes fondamentaux, celui dit de la scène primitive, mérite toute notre attention. En effet, dans ce moment du coït entre homme et femme, qui va générer un nouvel être, ce nouvel être n'étant pas encore là, au moment du coït, il lui est impossible de tenir ce moment comme équivalent de la scène primitive. La scène primitive ne peut être prise en compte que lorsque ce nouvel être est là. D'autre part, l'advenu de ce nouvel être constitue le couple parental, père-mère, à distinguer donc du couple homme-femme. Ainsi, ce couple parental ne peut non plus être tenu comme équivalent à la scène primitive, puisque ce couple n'est intronisé parental qu'après l'advenu du nouvel être. Autrement dit, cet advenu n'est pas encore là pour le couple homme-femme, et elle a déjà eu lieu avant le couple parental. Disons alors que cet advenu intervient dans cet intervalle inframince, on est l'expression de Duchamp, entre le coït et la constitution du couple parental, intervalle qui se situe ainsi hors génération et qui ne peut être appréhendé dans aucune scène primitive, qui se révèle non seulement comme inaccessible, mais surtout comme strictement impensable. C'est d'ailleurs cet impensable qui me conduit à dire que cette advenue d'un nouvel être, à savoir la vie, ne peut être réduite à être le contraire de la mort,
Et de ce fait, comme le dit explicitement Lacan, la vie n'est pas un voyage entre la naissance et la mort. La vie, une fois qu'elle a eu lieu, ne peut s'effacer. Cela ne contredit en rien le méfunaille dont Lacan fait état, le plus tôt ne pas être né, puisque ce souhait du méfunaille n'est autre que ce par quoi ce nouvel être s'extrait ou tente de s'extraire de son assujettissement par les dits du couple parental et dont il essaie de s'émanciper. En effet, si je n'ai pas vécu mes funailles, je ne peux être assujetti à aucun dit. La mélancolie, en ce sens, est le seul moyen dont disposerait un sujet de désassujettissement, et on peut accorder à Mélanie Klein d'en avoir entrevu le statut avec sa position dépressive qui succède à la phase schizophrénique. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Lacan a été d'abord kleinien. Chacun sait, n'était pas anaphrodien, donc on puisse dire. Alors, les noms du père du séminaire de 73, le séminaire de 73-74, plantent un premier clou en posant l'exigence d'être dupe du père, c'est-à-dire le consentement à donner un nom à X pour circonscrire la réalité, tout en découvrant le réel comme ouverture externe de ce périmètre qui prouve l'impossibilité de cette nomination. Entre les deux, mon angoisse balance, dirais-je, pour évoquer cette chanson bien connue. Une dernière remarque décisive. Si le comblement des lacunes de l'histoire d'un sujet s'avère vaine, il n'en va pas de même de ce que Freud a appelé construction dans l'analyse et qui concerne non plus le comblement des lacunes, mais la fabrique de ce qu'on pourrait, ou de ce qu'il a appelé un bloc magique, grâce auquel un sujet peut repérer non pas la scène primitive, mais les coordonnées de son engendrement, c'est-à-dire de cette scène primitive qui n'est pas représentable. Je voudrais citer ici un petit texte de Lacan, sa note sur l'enfant de 1968, dans laquelle Lacan écrit que l'enfant réalise la présence de ce que Jacques Lacan désigne comme l'objet petit a dans le fantasme. Or, même si cette remarque vise une configuration dans laquelle la subjectivité de la mère est dominante et la médiation paternelle insuffisante, elle vaut, à mon avis, pour tout un chacun, dans la mesure où la médiation paternelle est toujours susceptible d'être prise en défaut du fait même qu'il est impossible de nommer le père sans endosser sa faute. Alors, un détour clinique peut être éclairant. Je vais essayer de lister, dans les cas relatés par Freud, au moins 3 occurrences qui sont certes dépareillées, quoiqu'elles soient articulables à la position paternelle, qui ont trait à ce qui est à la fois une tentative de désassujettissement, à savoir ne pas s'identifier à l'être tel qu'il est dit dans le lieu de l'autre, du grand autre, et un essai en même temps pour ne pas se réduire à être un objet petit a, c'est-à-dire un objet hors symbolique. Alors, première occurrence, on va en discuter aussi, puisque ça ne va pas toujours de soi, concernant l'homme au rang. Ernst Lanzer. Lacan s'attache au rêve dans lequel ce patient voit la fille de Freud. Et il commence ce rêve, il dit « La clé du rêve, dit-il, tient dans la recherche de recevoir une alliance de Freud au travers de cette image de la mort, citation, qui le regarde avec ses yeux de bitume. » Et il va jusqu'à émettre l'hypothèse que la mort d'Ernst Lanzer, du téphus,
alors qu'il vient d'être prisonnier par les Russes au début de la Première Guerre mondiale, serait accomplissement dans le réel de cette rencontre avec la mort. Forme de suicide en somme. Un article de Claude Landman sur ce point qui est assez intéressant. Deuxième occurrence, la jeune homosexuelle. Elle s'inscrit aussi dans cette conjoncture avec son laisser-tomber, qui, dans un passage à l'acte, puisque dans un passage à l'acte, la jeune homosexuelle se perd comme sujet, accomplissant, comme le souligne Freud, le désir d'accoucher d'un enfant du père. Mais en même temps, elle se laisse tomber. Elle se laisse tomber comme sujet. C'est-à-dire, de ce fait, elle essaye de s'émanciper des dits qui l'ont constitué comme être. Schreber, enfin, puisque on sait quand même, Lacan a insisté beaucoup là-dessus, que le passage de la persécution à la réconciliation s'effectue grâce à l'hallucination dans laquelle il voit l'annonce nécrologique de sa mort dans un journal. Dans ces trois cas, il y a un échec manifestement dans le démontage du fantasme, dans la mesure où ce qui est plutôt conforté, c'est la nomination de X. Mais ils témoignent tous trois d'un essai pour se désassujettir, c'est-à-dire pour s'extraire des conséquences du crime parental, à savoir l'avoir fait naître alors qu'il ne demandait rien, et ce, y compris en allant jusqu'à la mort. Méfuma. Alors, par rapport à cette question du démontage du fantasme, je voudrais repérer par contre deux autres issues possibles où le démontage est sans doute en bonne voie. Le premier est repérable par Freud lui-même, chez Freud lui-même, dans un de ses rêves, le fameux rêve non vixit, il n'a pas vécu. Mon interprétation, sans démentir l'interprétation de Freud, va au-delà. Elle pose que le sujet de ce non vixit, il n'a pas vécu, est Freud lui-même. Par l'accomplissement de ce vœu, il anticipe, entre autres, sa rupture avec Lys. D'ailleurs, le livre qui s'appelle Sur les rêves de Freud, là, en anglais, il y a son nom. Il insiste beaucoup sur cette question-là et c'est très intéressant. Autrement dit, le souhait de l'accomplissement du souhait de ce rêve, c'est puisque je n'ai pas vécu, nul ne pourra avoir de prise sur moi. Voilà le sens du méfuma, du non-vexite. Enfin, un dernier exemple que je ne développerai pas, mais concerne une analysante, qui découvre, à l'occasion de l'émergence d'un souvenir très ténu et très fugace, que sa mère, contrairement à ce qu'elle avait seriné pendant des années de son analyse, avait eu un élan d'amour vers elle et tout alors pour elle échangé. Alors, j'arrive à mon dernier point, que je vais traiter très brièvement pour nous permettre d'en discuter un peu. Je reprends. Concerne le dernier point, l'identification aux symptômes. D'une part donc, la nomination de petit x, la nomination de x, pardon, soit l'identification primaire, réduit le nouveau-né à un assujettissement dans lequel son être est un fait de dit, dont l'origine est dans le lieu de l'autre, du grand autre. D'autre part, dès lors que cette médiation, même quand elle a eu lieu, quand elle a lieu, ne peut être une garantie, ce nouveau-né, ce l'homme en quelque sorte, réalise la présence d'un objet, l'objet petit a, qui échappe à toute représentation. Ainsi se confirme
ce que j'appellerais une ectopie structurale, dans laquelle rien n'est localisable, sauf le symptôme à partir duquel une perspective peut se mettre en place. Cette ectopie interdit, donc, je reviens à mon point de départ, interdit au ish, que ce soit sous forme pronominale ou sous forme substantive, d'être une solution qui s'inscrirait harmonieusement dans l'ordre symbolique. Et c'est pour cette raison que Lacan propose une alternative, l'ego, et il le corrèle dans ses derniers séminaires à l'identification aux symptômes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Merci, merci infiniment, Pierre, c'est pour cet exposé très... Oh, oui, je suis comme ça, voilà. Merci donc, Pierre, pour cet exposé très riche avec cette porte d'entrée, effectivement, avec ce livre que tu as montré, qu'il faut remontrer, hein, le livre sur la réalité, voilà, qui est paru chez Pérez. Ah, il y a l'homme qui retrécit, voilà. Oui, c'est un film incroyable, ça. Oui, tu l'as vu, ce film? Oui, j'ai vu ça il y a longtemps. Bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très original. Enfin, je dis au fur et à mesure, hein, je n'ai rien préparé, donc je le dis un peu comme, comme j'ai retenu, de prendre ce biais de la réalité et du réel pour essayer d'articuler la question du parcours et de la fin d'une analyse. Je trouve que c'est très... D'abord, c'est extrêmement intéressant et très riche. Ton exposé vient de le montrer. Et en plus, c'est très heuristique parce que d'une certaine façon, c'est très parlant pour quelqu'un qui est en analyse. Parce que la question de la réalité, effectivement, tout à fait embarqué là-dedans. Je trouve que c'est un abord très, très intéressant. Alors après, il y a énormément de choses tout à fait intéressantes. La place donnée aux trois niveaux paraît aussi extrêmement riche. Il y a sur cette dimension du rapport de la fonction du Forda, je trouve que ça, c'est très, très intéressant de le rapprocher de cette succession des plus et des moins. D'autant que le Forda non seulement manifeste comment dire, la question du statut de l'objet à cause de la bobine, etc., ce que Lacan a pu dire sur la bobine, mais même au-delà de cela, puisque tu parles du néant, moi j'ai tout de suite pensé à Sartre, hein, ce que disait Sartre sur l'être et le néant, effectivement, où le néant est un effet de l'être et pas le contraire. Il y a une petite note de Freud qui dit qu'à un moment donné, il a surpris toujours son petit-fils, jouant devant la glace, en se faisant lui apparaître et disparaître, et en disant bébé, oh. Ouais. Voilà. Et qu'il devient lui-même cet objet bobine, hein, qui peut apparaître et disparaître, c'est effectivement cet objet. Et d'ailleurs, Lacan, excusez-moi, mais Lacan reprend quelque chose de ce type quand il parle, je crois, de l'enfant qui passe sa main devant son pubis. Devant le pubis, oui, ouais. Tout à fait. Oui, absolument. C'est un peu le même, tout à fait, même principe. Tout à fait, la même chose, absolument. Qui est un mode de symbolisation, mais aussi un mode d'éjection de l'objet, de cette phase du déchet, qui est toujours une question quand même au bord dans la cure, même dans certaines cures, il y a un point comme ça très important. Et je pensais d'ailleurs, ce que tu as dit tout à l'heure, qui me paraît quelque chose qu'on avait, il y a très longtemps, par deux biais différents, avec Gisèle, aborder cette question, c'était la distinction entre la passe et la fin de l'analyse. Et c'est vrai que quand tu dis qu'au fond, la seule manière radicale de désassujettissement, ce qu'on voit, c'est la mélancolie. Moi, j'ai été frappé par l'écart qu'il y a entre ce que Lacan fait dans la proposition de 67, la manière dont il parle de Balint,
qui balaye d'un revers de main très méprisant. Et au contraire, d'un seul coup, la revalorisation de Belint dans le passage de l'étourdi, où il explique que d'un seul coup, bah oui, c'est vrai, la fin de l'analyse, à la différence de la passe, ça se fait maniaco-dépressivement, c'est-à-dire ça rejoint ce que tu dis sur la mélancolie, c'est-à-dire effectivement ce Oui, moment-là, ce moment maniaco-dépressif. voilà, Oui. chute, de chute de l'objet, ça me paraît un point tout à fait essentiel. C'est pour ça qu'il y a toujours ce moment-là dans les fins de cure. Alors, il faisait kite, c'est ça, mais aussi avec des moments de dépersonnalisation, me semble-t-il, hein, qui, voilà, d'un seul coup, parce que par association, je pensais à un patient manifestement dans un truc de rivalité en miroir avec un ami à lui, qui accomplit quelque chose qui est au fond lié au verbe aussi, au signifiant décisif pour lui. Or, le jour où ce type accomplit ça, avec lequel il était en concurrence et lui était empêché, il le rencontre au café et au lieu de sentir cette espèce de tension, férocité, de rivalité avec lui, il y a un effet de dépersonnalisation qui a été vraiment coïncide avec un moment de passe d'un seul coup, plus aucune, voilà, il était complètement détaché et séparé de ça. Et ce qui apparaissait, d'un seul coup, c'était ce verbe, ce mot concernant cette action que l'autre avait accompli, qui avait des résonances, enfin, qui était le point de nouage, tout un tas de choses. Et le mot en lui-même ne pouvait rien signifier, enfin, n'avait aucune connexion. Enfin, j'ai un exemple, je le cite parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé dans les expériences de passe que moi j'ai pu avoir à évaluer dans le Paris de Lacan, dans la PJL. C'est quelqu'un qui se rend dans un spectacle et bon, son analyste est assis derrière elle. Et dans la séance, elle lui dit, mais vous étiez juste derrière moi. Et il lui répond, je ne vous ai pas vu. Et ça a eu un effet foudroyant. C'est-à-dire qu'il y a eu un effet de séparation. Et là, on revenait. Non, pas Je me souviens d'avoir participé, vous m'aviez invité à... demandé, hein, j'avais participé à un jury de passe à la PJL. À l'époque, ce n'était pas encore le Paris de Lacan. Et c'était vraiment, je trouvais le travail vraiment très intéressant. Voilà, donc ce point de mélancolie me paraît très, très important. Alors après, je me suis demandé quand même, parce qu'il y a, bon, c'est pas l'essentiel du texte de Pierre, mais cette référence à la topologie, voilà, j'oscillais entre une lecture qui était celle du séminaire sur l'insu, le moment en décembre, quand Lacan dit qu'il faut deux coupures successives, une première qui avale toute symbolique, puis une deuxième, et d'ailleurs qu'il associe très curieusement avec l'idée de la deuxième tranche. Après tout, Freud avait raison, il faut faire deux tranches. De contre-analyse. Oui, la contre-analyse, voilà, etc. Donc, curieusement. Et puis, ce qu'il dit dans le séminaire suivant, mais il y a des oscillations constantes hein, entre, voilà, où il reprend la question de ce qu'il appelle de cette articulation quand même du fantasme et de la question du corps. Hein, on n'en a pas parlé, mais c'est un oui, oui, quand non, vous voulez oui. en parler, j'en avais Oui, oui, écrit. Mais... Non, non, ça me paraît vraiment extrêmement intéressant. Et de souligner, parce que c'est une manière de le dire qui, je trouve, est très parlante, l'idée, au fond, de se désassujettir. Parce que quand même, c'est intéressant de reprendre, parce que c'est un truc qu'on a toujours beaucoup interrogé, qui est l'écart entre ce que Lacan dit en 69 dans la note à Génie-Aubry. Parce qu'au fond, la note à Génie-Aubry, c'est... je veux dire, il y a une première partie, elle a été reconstruite, hein, parce qu'elle n'était pas écrite comme ça dans la manière dont elle est publiée. C'est Jacques-Alain Miller l'a reconstruite. Il y a deux parties. D'ailleurs, ça s'est longtemps appelé, quand ça circulait, deux notes. Exactement. Là, mais en réalité, c'est une façon de répondre
à partir de ses compagnons et élèves. La première partie, c'est Dolto, l'enfant symptôme du couple parental. Et la deuxième partie, c'est Mannoni, avec ce qu'elle a amené l'enfant arriéré et sa mère. Mais c'est intéressant de voir comment, dans RSI, je trouve très intéressant comment tu as repris ça, parce que c'est déjà là, mais Lacan ne le dit pas comme tel, même si au fond tout est là quand il parle de l'enfant comme objet. Il dit que c'est, quelle que soit la mère, qu'elle soit névrotique, psychotique ou perverse, que soit. Mais il le prend quand même que dans ce moment de saturation, c'est une catastrophe. Puis dans RSI, au fond, l'enfant est automatiquement. Et c'est déjà là dans la note à Génie Aubry. C'est un point très important. Et c'est effectivement, on saisit que cette question. Ah oui, j'ai une question plus. Est-ce que c'est volontairement que tu as choisi les mythes? Non, parce que je pensais à Newton. Newton avait aussi, il avait à côté de ses découvertes scientifiques un délire religieux complètement fou qu'on a soigneusement occulté. C'est tout le travail. J'ai choisi C'est Bruno Leibniz. Latour qui avait remis ça en séance. Mais comment il s'appelle? Mais Leibniz, c'est quand même le premier à avoir utilisé le terme d'inconscient, enfin de subconscient. L'idée de subconscient et d'inconscient, c'est le premier dans l'histoire de la philosophie qui a utilisé ce terme, avant que les romantiques s'en emparent et que ça se développe. J'ai choisi Leibniz pour une raison bien simple, c'est qu'il y a cette formule ou Dieu ou le néant. Oui, c'est ça. Bon, ou bien Dieu ou bien le néant. Or, son invention du calcul infinitésimal, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que pour inventer le calcul infinitésimal, il faut qu'il se fonde sur la thèse selon laquelle le néant n'existe pas, avec sa nouvelle définition de l'égalité qui est quand même assez baroque. Oui, c'est baroque. Alors, y compris j'ai essayé quand même, bien que n'étant pas loin de là mathématicien, dans mon livre de reparcourir le parcours de Leibniz pour élaborer son calcul infinitésimal. C'est assez complexe parce que c'est des questions de tangente, etc. Bon, je passe là-dessus. Mais c'est passionnant parce que on voit qu'il y a vraiment chez Leibniz cette contradiction qui est son symptôme. Oui. Son symptôme. Juste peut-être pour... Pardon? Oui, c'est ce que c'est une première. C'est chez lui que ce terme émerge. Et je trouvais, avec la mélancolie et avec cette perspective de désassujettissement des signifiants de l'autre, je trouvais que c'était une manière très parlante et très explicite de dire quelque chose de différent que de dire qu'à la fin de l'analyse, l'autre n'existe. Voilà, l'autre n'existe pas. Ce qui revient au même, parce que, voilà, parce que une des caractéristiques de la mélancolie, la frustration mélancolique, etc., c'est justement cette... voilà. Peut-être pour répondre à ta question sur la topologie, c'est très simple, c'est que j'ai pas inventé là-dessus. Simplement, je suis parti d'une figure. Le Thoracis. Le Thoracis. Ça, c'est dans le moment de conclure, ça. Oui, c'est dans le moment de conclure. Oui. Thoracis, dans lequel on voit justement que voilà. Il y a un double tort, qui est celui de la réalité, de la réalité fantasme et du réel. Voilà. Et donc, c'est ce que c'est à partir de là que j'ai développé ce que j'ai développé. Absolument, parce que j'ai toujours eu l'impression que ce que présente Lacan à la fin de la séance du 14 décembre dans l'Institut, que c'est ça qui est repris à travers une oscillation. Enfin bon, je vais rentrer dans le détail. Voilà, merci infiniment, parce que c'était vraiment... Peut-être Gisèle avait une question à poser ou non, je n'ai pas de question à poser. J'ai des remarques. J'ai des remarques à faire sur ce qu'a Pierre dit, parce qu'il a eu la gentillesse de nous donner son travail, de moi une première partie. Voilà. Et ce qui est vraiment très utile et très précieux, parce que ça permet de se
centré sur les choses qu'on veut saisir d'un travail et de montrer ce qu'on a entendu et de comment ça nous parle et de comment éventuellement nous, on se sert du même point, par exemple. Voilà, donc à moins que peut-être il y ait une autre question. Si vous avez des questions dans le Zoom. Ou dans le Zoom. Sinon, je vais commencer donc avec quelques remarques sur le texte de Pierre. Léandro. Oui, oui. On aurait aimé Léandro. Mais alors, il faut venir. Il faut venir parce que sinon, ils n'attendront pas dans le Zoom. Ah, bah, on est là, celui-là. J'avais plusieurs questions, je vais choisir une. Oui, voilà. Vous avez dit que l'enjeu de la psychanalyse était d'intervenir dans les binômes réel-fantasme. Et vous avez évoqué un terme qui m'a beaucoup étonné, je voulais une précision là-dessus. Vous dites annulation du neuroméen pour après les reconstituer. Donc, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez par annulation du neuroméen? C'est-à-dire, justement, je ne vais pas vous répondre la nuit jusqu'en juin. Une nuit polaire. Mais je reprends le... Non, mais là, c'est le neuroméen à 6 que Lacan met dans le moment de conclure dans la séance du... Oui. Justement, ce qui est intéressant dans le nouage du nœud borroméen de Sitor, c'est un nœud borroméen qui est construit par une série de 2 tores noués, une série de 3 doubles tores noués olympiquement et non pas borroméennement. Et ce sont ces 3 doubles tores noués olympiquement qui font l'objet d'une reconstitution borroméenne, puisque le tort de la réalité fantasme passe dessous, le tort du réel fantasme passe dessous l'autre, etc. Bon, c'est un nœud borroméen. Et alors, en suivant justement toute cette élaboration qu'on peut suivre dans notamment le moment de conclure, mais dans d'autres... il m'a semblé que la question que se posait Lacan, et que j'essaierai de développer de façon, comment dire, topologique proprement dit, c'est la question de savoir ce qui se passe si on coupe le rond de la réalité fantasme et qu'on le retourne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nœud borroméen disparaît. Et après, on ne peut pas en rester là. Et donc, comment le renouer? Voilà ce que j'ai essayé de poser comme question. Parce que ça rappelle ce que Lacan dit dans le séminaire de l'année d'avant, où si on fait une coupure dans le symbolique, on recouvre il faut en faire une deuxième. Il aborde plusieurs questions. Voilà, les coupures méridionales, les coupures sagittales, je vous en passe des meilleures. C'est un peu compliqué, mais bon. Si on fait un séminaire de topologie, après tout. Oui, on peut tout à fait. Alors, j'ai donc eu grand plaisir à lire le travail de Pierre et à l'écouter. Il fait partie de ces auteurs qui font vivre les concepts dans leur abord de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils les transfèrent dans leur propre langue clinique. De ce fait, on ne les lit jamais, ces concepts, de la même façon qu'on les a reçus dans le texte. On les lit sur le mode où il s'en sert. Et chaque lecture de Lacan qui compte, après tout, procède ainsi. Les lectures aujourd'hui de Lacan qui compte procèdent ainsi. Je ne vois pas véritablement comment on peut faire autrement pour pouvoir s'en servir des concepts de Lacan. Pierre s'empare par exemple d'un principe lacanien essentiel qui a renversé massivement certaines approches freudiennes et qui est nécessaire à saisir. Je vais le retraduire simplement pour ne pas reciter tout le parcours qu'il a fait là-dessus, qui consiste à remarquer que concernant l'inconscient et concernant le réel, eh bien, on va du moins vers le plus,
c'est-à-dire du trou vers une construction qui le bouche quant au réel, et non plus du plus vers un moins, comme une illusion. Les principales constructions du langage et de l'inconscient ne se produisent pas comme la première étape de la pensée psychanalytique l'avait établi, en distribuant en quelque sorte un capital d'en haut ou du moins vers les objets qui en bénéficient. Elles partent d'un trou, d'une perte, et elles se construisent dessus afin de la suppléer et également de la masquer. Ainsi, on le sait, ce renversement majeur s'est vu avec la question du narcissisme, puisque le narcissisme, par exemple, ne part pas d'un narcissisme primaire comme d'un magot du moi, que l'on dispenserait ensuite sur des objets. Il part d'un chaos primitif, on le sait, avec la théorie lacanienne, d'un chaos primitif corporel, pulsionnel, qui ne trouve pour se rassembler, pour s'unir, se réunir que l'image spéculaire. Et dans la conséquence de ce que Lacan rectifie ainsi, et qui est nécessaire, qui est une véritable rectification, on ne peut pas noyer le poisson en disant un tel dit ceci, un tel dit cela, et c'est égal. Non, ça n'est pas égal. Donc, Pierre Bruno dit ceci, par exemple, comme la tête de, vous l'avez entendu, comme la tête de Méduse, la notion de néant est selon moi une notion apotropaïque qui nous permet de masquer que la perte est constituante de la réalité. Et de là, vous vous souvenez, il évoquait ce que Leibniz hypostasie comme néant. C'est le réel. Donc oui, le réel vient à exister par l'épreuve de l'impossible à écrire, tel qu'il l'amène, donc celle qu'on rencontre dans le symbolique, par ce qu'il appelle l'ordalie de l'inexistence du rapport sexuel. C'est une belle expression. Ordalie, c'est un mot que j'aime bien, tant il évoque quelque chose d'autre que ce qu'il signifie. Il évoque l'orgie, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, alors qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec l'orgie, puisque c'est l'épreuve à travers laquelle on est ou pas justifié d'exister, c'est-à-dire simplement si on survit, en quelque sorte. Et donc, l'ordalie d'inexistence du rapport sexuel, je suis assez d'accord avec cette notion, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport sexuel, vous le savez, je suis d'accord avec cette notion qu'il n'y a évidemment pas de réel qui préexiste comme tel, parce que le réel procède de ce que le discours rejette pour se former. Absolument. Et c'est dans l'absence du rapport sexuel que cette torsion existentielle prend le plus d'accent. On ne peut pas dire, par exemple, comme tel, qui est cette disjonction biologique des jouissances des deux sexes sur laquelle Lacan a mis le premier l'accent, personne ne l'avait remarqué jusque-là, que cela puisse entraîner comme tel un non-rapport sexuel dans le langage. On ne peut pas le dire ainsi, parce que la biologie n'est en aucun cas le réel. Mais elle y intervient quand même dans le réel. Et pour constituer ce réel, elle y intervient, mais elle y intervient en tant que c'est ce qui va être exclu précisément du discours pour qu'il se forme, pour que le discours se forme. Il faut donc maintenir cette torsion, en effet, et on a là une torsion que Pierre énonce, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il faut maintenir en effet cette torsion, par exemple sous la forme de ces deux alternatives inverses que j'ai souvent citées de Lacan, de l'étourdi. Est-ce parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel que l'humain parle, ou est-ce parce qu'il parle qu'il n'y a pas de rapport sexuel? Or, ces deux alternatives sont vraies ensemble. Il n'y a pas lieu de trancher. Il n'y a pas lieu parce que les deux sont vraies et nécessaires, toutes les deux. Donc, on arrive là aussi à un énoncé qui est cohérent, me semble-t-il, avec ce que Pierre énonce sur cette ordalie du rapport sexuel. Je trouve que c'est un enjeu essentiel pour notre génération des derniers élèves de Lacan, si je puis le dire ainsi, dans le temps qui nous reste à enseigner et à faire part de nos lectures, d'être capable de mettre l'accent sur ce que l'intervention de Lacan dans la psychanalyse a renversé dans les concepts dont nous nous servons. Parce que c'est ainsi qu'ils sont aptes à déployer une psychanalyse de l'avenir, n'est-ce pas?
On n'en est pas à déployer une psychanalyse du passé, on en est à déployer une psychanalyse de l'avenir, si tant est qu'elle a une chance d'en avoir un. Mais si elle en a une chance d'en avoir un, vous le savez, c'est avec des concepts qui soient adéquats à une pensée de l'avenir. Beaucoup de travaux lacaniens noient ces renversements, je trouve, et les élident. Et donc, je salue le fait que Pierre Bruno n'est pas de cela. Sur un autre point, par exemple, il considère que le péché, ça c'est une très jolie interprétation, que le péché du père, c'est pas là l'interprétation, c'est plus loin, est de vouloir transmettre son nom à ses enfants. Alors, ça c'est une interprétation très forte, ça peut être évidemment dit comme ça depuis le début, sauf que c'est pas tout à fait dit comme ça d'ordinaire. Bien. C'est une interprétation formidable en ces temps de déclin des grammaires patriarcales, n'est-ce pas? C'est absolument formidable. Le péché du père est de vouloir transmettre son nom à ses enfants. Il ajoute d'ailleurs que le symptôme lacanien offre une alternative, ce que nous savons tous bien sûr, en tant que lecteur de Lacan, mais il l'interprète translinguistiquement. Vous l'avez entendu, signe le péché, tome ce qui coupe, chirurgie, tommer c'est couper, et donc le symptôme, ça permet de se couper du péché du père, en effet. En effet, c'est tout à fait lumineux, c'est tout à fait comme ça, je trouve qu'on peut l'entendre. Alors, le problème étant dans ce cas, il l'a évoqué, que l'absence de perspective du sujet est qu'elle comporte un refus de l'exception à phi de x, c'est-à-dire à la castration, que constitue le père, cette exception. C'est un problème à résoudre, souligne-t-il, alors même que cette nomination est une imposture. On retombe à nouveau, effectivement, dans cette torsion constituante entre le réel et le symbolique, bien sûr. Lacan ajoutait même, il y a différents aspects sous lesquels Lacan a, je dirais, dénoncé, entre guillemets, avec tous les guillemets nécessaires, c'est-à-dire toutes les nuances nécessaires, mais quand même, le système du nom du père, il l'a dénoncé, on peut le dire, et pas seulement par le thème d'imposture que vous reprenez, qui est tout à fait juste, mais aussi, on le sait, et là aussi, en autant de déclin et de dénonciation des logiques patriarcales, le terme de perversion paternelle, qui était presque comme un mot d'ordre de manifestation, c'est extraordinaire. Ce slogan-là, qui est un slogan, après tout, que les féministes auraient pu reprendre, qu'ils ou elles n'ont pas repris, ce qui est, je trouve, étonnant, puisqu'après tout, il est d'une efficacité extrêmement grande. Alors, ce que Pierre propose en fin d'analyse comme une récusation de l'identification primaire, au père donc, qui a été d'abord consenti au départ, je reprends là ces termes, bien sûr, c'est tout à fait comme ça qu'on peut le concevoir. Il dit, cela résonne avec le tableau droit. Le tableau droit, moi j'appelle ça la logique pas toute. Il faut le dire. Il faut le dire parce que cette logique pas toute, elle est tellement méconnue, inutilisée, laissée de côté, y compris par les lacaniens massivement. Donc, c'est la logique pas toute, bien sûr, celle qui se passe de... Vous dites, et vous avez raison, l'exception. La castration, elle est suspendue, c'est-à-dire elle n'est pas contredite, c'est pas du tout la même chose, ça n'a pas du tout le même résultat. Elle correspond à cette la seule universelle, dit Lacan, qui existe dans le féminin, et elle est négative, c'est que précisément, il n'est pas question qu'il y ait une exception à la castration. C'est un dire que non à une exception à la castration, à la phi de x donc. Voilà, et il relie enfin Pierre Bruno, et je suis là aussi tout à fait d'accord, cette récusation de l'identification primaire, un démontage ou une traversée du fantasme, bien sûr, bien entendu, puisque le fantasme est évidemment le corollaire de cette logique toute phallique, avec son exception fondatrice du nom du Père, bien sûr, et donc cette traversée. Alors, je suis d'accord avec vous que la question de la réalité ne permet pas
d'être envisagé hors du fantasme, sans fantasme. Mais il faut donc à ce moment-là arriver, mais ça, je pense que ça doit faire l'objet d'un travail ultérieur, en quelque sorte, arriver à distinguer, en effet, ce qui est, une fois, la réalité, une fois le fantasme traversé, et la réalité avant traverser du fantasme. C'est quand même pas la même chose, c'est pas tout à fait la même chose. Pas du tout même. Alors, on passe donc dans ce type de repérage de l'identification primaire à celle aux symptômes, absolument, aux symptômes aussi, ça peut se dire aussi comme ça, bien sûr, et de la jouissance qui va de pair avec l'identification primaire, eh bien, à l'inconscient qui commande le symptôme. Je suis tout à fait d'accord avec cette formulation. Alors, après quelle heure est-il? Après ces remarques sur les propositions précieuses de Pierre Bruno, je vais peut-être finir par des remarques sur notre enjeu de cette année, et puis on y reviendra tout à l'heure si vous voulez revenir sur ce que j'ai dit. Et l'enjeu de cette année, donc, les enjeux contemporains pour la psychanalyse, et donc je vais venir à nouveau, comme je l'ai fait depuis le début de l'année, sur la pensée lacanienne du sexe. Cette pensée qui contribuerait, si elle était connue, largement à éclairer grandement l'évolution actuelle des conceptions sexuelles de nos sociétés, qui a été plusieurs personnes, plusieurs auteurs l'ont remarqué, dont un sociologue comme Ivan Jablonka, qui a été plus vite qu'une pensée qui la conceptualiserait. L'évolution sociale en matière de conception sexuelle a été plus vite qu'une pensée qui la conceptualiserait. Or, pour ceux qui se sont penchés de façon attentive sur la théorie lacanienne du sexe, eh bien, ils savent que cette théorie-là conceptualise. C'est pas seulement contribue, c'est parvient à voire anticiper les évolutions, sur certains points, les évolutions des conceptions sexuelles dans nos sociétés actuelles. Alors aujourd'hui, pour en aborder un point nouveau et terminer là-dessus cette année, je vais proposer de déchiffrer une phrase, une seule, tirée de l'Étourdi. Elle est si condensée et si pleine de sens et de potentialité que je m'en suis servi comme trame d'un ouvrage à venir. On la trouve dans les autres écrits, page 468. Je cite. « Bref, on flotte de l'îlot phallus à ce qu'on s'y retranche de ce qui s'en retranche. Ainsi, l'histoire se fait de manœuvres navales où les bateaux font leur balai d'un nombre limité de figures. » Jusqu'ici, ça va, n'est-ce pas? Je vais évidemment y revenir. Lacan poursuit encore, du moins je poursuis la citation encore un peu. Il est intéressant que des femmes ne dédaignent pas d'y prendre rang. J'arrête là la citation. Donc jusqu'ici, on sait à peu près de quoi il s'agit. La partie de la phrase qui concerne le « on flotte », bref, on flotte, est presque claire. Elle concerne évidemment donc le dit îlot phallus. C'est une expression formidable pour évoquer évidemment la logique du tout phallique, la logique du tout et non pas la logique du pas-tout phallique. Donc, l'îlot phallus, c'est la logique du tout, et évidemment, c'est une expression formidable. Si on réalise que c'est en 1973 que cette expression a été utilisée, nous sommes en 2024, l'îlot phallus s'est encore rétréci depuis. Sauf que, vous savez que, c'est-à-dire les îlots de logique du tout se sont rétrécis encore, en tout cas dans les sociétés occidentales, tout en sachant, vous pouvez le remarquer, que cela rebondit et rejaillit d'autant plus massivement ailleurs. Alors, cet îlot phallique, qui précisément est devenu un îlot ou devient un îlot du fait de ce qui s'en retranche, et
évidemment, à quoi participent aussi, pour le rejoindre, ceux qui s'y retranchent. Il y a le sans retranché et le s'y retranché. C'est intéressant d'ailleurs que Lacan utilise ce terme de retranché, puisque ça fait fortification, le terme de retranché. Et c'est son propos d'ailleurs, puisqu'il considère à cet endroit-là, donc effectivement, l'îlot-phallus comme logique du tout, comme quelque chose qui est maintenant circonscrit, restreint, et donc entre derrière des fortifications. Il ne faut pas oublier que la logique du tout, en dehors des subjectivités, où elle était probablement de tout temps partagée entre des logiques du tout et des logiques du pas tout, pour ce qui concerne les discours publics, pour ce qui concerne les moyens, disons, de gérer ce que Foucault appelait la biopolitique, eh bien, elle était universelle. Auparavant, ce n'était pas un îlot, c'était un continent, la logique du tout phallique, n'est-ce pas? Donc, au moment où Lacan nous permet cette lecture actuelle de ce qui se restreint à un îlot, tout en évidemment rejaillissant ailleurs, sous forme larme de nouveaux continents d'ailleurs, et c'est quelque chose qui est extrêmement éclairant, je trouve, qui éclaire largement ce à quoi nous avons affaire dans le monde à l'heure actuelle. Alors, il y a donc ceux qui se retranchent dans cette logique toute phallique, comme derrière des fortifications, et ils font ceci en se retranchant des autres qui s'en retranchent. Vous voyez le mouvement, on a toujours un enchaînement extrêmement paradoxal chez Lacan, en se retranchant dans cette logique et en se retranchant de ceux qui s'en retranchent, c'est-à-dire les patounes, bien sûr. Alors, c'est là qu'il est intéressant, dit Lacan, que des femmes ne dédaignent pas d'y prendre rang. D'y prendre rang, il s'agit de l'îlot-phallus, donc il s'agit de la logique toute phallique. C'est là qu'il est intéressant, dit-il, en 1973, que des femmes ne dédaignent pas de prendre rang dans cette logique toute phallique. Alors, si on avait un doute jusque-là sur le fait que le choix d'une logique ne dépend pas entièrement du sexe, bien entendu, voire peut-être même pour une petite part, c'est à voir, en tout cas, ici, c'est parfaitement affirmé, accentué par Lacan, c'est-à-dire il souligne là le fait que des femmes ne dédaignent pas de prendre rang dans cette logique toute, dans cette îlot-phallus. Et en cette année, donc 1972, les toutes, qu'on pourrait appeler les toutes, les femmes toutes, pour les opposer aux femmes pas toutes, aux femmes de l'autre logique, qui ont choisi l'autre logique, et bien, elles se sont effectivement déjà largement prononcées en ce sens, et pas seulement au MLF. Et Lacan leur avait déjà beaucoup répondu. Il y a répondu à plusieurs reprises et constamment dans les années suivantes, mais déjà à ce moment-là, largement en 1972. Alors, les réponses que Lacan avait faites, je ne vais pas les reprendre ce soir, d'abord parce que je les ai déjà largement commentées, celles de 75, 76, etc. Elles n'ont pas été reprises. Et après tout, ce n'est pas étonnant, puisque elles ne peuvent pas être d'accord avec ce que Lacan leur objecte. Ces discours-là ne peuvent pas être d'accord avec ce que Lacan leur objecte, puisque ce sont justement, précisément, des discours du tout, des discours de logique toute. Il y a une personne dont j'ai aussi déjà parlé dans le passé, qui avait été capable de dialoguer avec les remarques de Lacan, mais je crois qu'elle a été pratiquement la seule, c'était Françoise Collin, qui avait fait des très bons travaux sur le nom du père et le on de la mère. C'était le titre d'un de ses articles extrêmement intéressants. Alors, il est donc question dans cette phrase de Lacan, bref, on flotte, de cette circulation entre le tout phallique de la norme mâle oedipienne, avec son exception paternelle, du système du nom du père, comportant ceux qui, bien sûr, y étaient de toujours, et celles qui maintenant le rejoignent. Et puis, avec la circulation de ceux qui s'en retranchent de cet îlot, c'est-à-dire les pas toutes et les pas tous, puisque bien entendu, vous savez qu'il y a aussi des hommes qui choisissent la logique pas toute.
logique du Patou qui, Lacan l'appelait ainsi par un moment, cette logique qui convient aux femmes. Et qui convient aux femmes, il ne dit pas qu'il convient à la femme, puisque précisément il n'est pas question de pouvoir la totaliser, l'universaliser, mais qui convient aux femmes, c'est-à-dire celles qui la choisissent, et qui leur convient notamment parce que ce qui les caractérise aussi, ces femmes-là qui la choisissent, à nouveau il ne s'agit pas d'un universel, c'est le refus de la généralisation phallocentrique, ainsi qu'ils l'appellent, n'est-ce pas? C'est dans 75. Alors, prenons maintenant la suite de cette phrase. On y est puni un peu plus loin de cette satisfaction d'avoir compris quelque chose à ce qui précède, comme à l'ordinaire d'ailleurs du texte lacanien. On n'est pas longtemps content de comprendre, en général. Finalement, c'est assez bénéfique. Et je reprends. Il est donc intéressant que des femmes ne dédaignent pas d'y prendre rang. C'est même pour cela que la danse est un art qui fleurit quand les discours tiennent en place, y ayant le pas de ceux qui ont de quoi pour le signifiant congru. Fin de citation. Une fois dépliée, cette phrase indique, après tout, de manière pas si complexe que ça en a l'air, que ces femmes toutes font partie de ceux qui donnent le pas de la danse, des discours. Y ayant de quoi, en ayant de quoi, sans se réduire à la portion congrue. Il avait parlé un petit peu plus tôt de la portion congrue en ce qui concerne le signifiant phallique. Il poursuit. Mais quand le patout vient à dire qu'il ne se reconnaît pas dans celle-là, que dit-il? Sinon ce qu'il trouve dans ce que je lui ai apporté. Fin de citation. Alors, en effet, on le sait, les patoutes, les femmes patoutes, ne se reconnaissent pas dans le tout, ni dans cette position des toutes. C'est pourquoi elles sont en général dans un certain décalage, bien entendu, en tout cas subjectif, pas forcément politique, mais subjectif, il faut bien distinguer les deux, dans un décalage subjectif avec les discours féministes. Bon, j'étais en train de dire que les patoutes, celles qui choisissent cette logique, ne se reconnaissent pas dans les discours féministes, et ça s'entend d'ailleurs qu'elles ne s'y reconnaissent pas. Je ne vais pas citer des noms, mais vous savez qu'il y a des listes de gens, de femmes qui protestent, par exemple, contre certaines manifestations féministes, etc. etc. Bien. Parmi les analystes aussi, évidemment, ce qui est logique. C'est d'autant plus logique que, comme Lacan le dit très bien ici, quand le patout vient à dire qu'il ne se reconnaît pas dans celle-là, c'est les toutes, c'est l'hylophallus, que dit-il sinon ce qu'il trouve dans ce que je lui ai apporté? Alors, suit toute une série d'éléments que je ne vais pas reprendre ici, ça serait beaucoup trop long, mais bien entendu, ce sont les éléments constituants de la logique patoute qui ont permis, d'une façon quand même assez remarquable, et pour la première fois, de conceptualiser non seulement une logique qui convienne au féminin, même si elle n'est pas spécifiquement féminine, et un mode de jouissance qui convienne au féminin et qui s'ajoute à la jouissance phallique du discours et de la logique toute phallique. Donc, c'est quelque chose de tout à fait... Après tout, en 1972, Lacan discutait déjà ce à quoi nous assistons de façon tout à fait explicite de nos jours, et en ce sens, je disais tout à l'heure que la théorie lacanienne du sexe est une théorie qui permettrait, si elle était connue, d'éclairer à une vaste échelle l'évolution des conceptions sexuelles dans nos sociétés. Bon, je vais peut-être m'arrêter là parce que on peut ainsi avoir encore une ou deux questions ou remarques. Hein. Tout à l'heure, à la fin, lorsque nous aurons fini, j'annoncerai un petit peu ce qui est prévu pour l'année prochaine. Pierre, vous voulez répondre peut-être Répondre en ce qui concerne... ou ajouter quelque chose.
En ce qui concerne les remarques que vous avez faites sur mon intervention, je ne vais pas répondre parce que j'étais en phase, en quelque sorte, avec vos remarques. J'ajoute peut-être, simplement, c'est pour ajouter un grain de sel ou deux, quand vous avez parlé tout à fait au début de la question de passer du plus au moins, et effectivement, à ce moment-là, j'ai pensé à tout ce que dit Lacan sur l'holophrase et la débilité. Parce que l'holophrase, c'est bien là où il serait nécessaire d'introduire du moins des coupures pour que ça puisse devenir intelligible. Bon. Oui, cela dit, c'est pas en ce sens, au sens de il faut passer du plus au moins, que je disais au contraire, puisque je parlais de le point de vue qui consiste à considérer qu'il y a d'abord du plus et que de là, il se distribue dans des objets ou dans du moins, pour venir en somme le remplir ou l'enrichir, est une position qu'on trouve dans la pensée freudienne à peu près partout tout de même. Il n'y a pas que ça, je suis bien d'accord, mais elle est quand même à peu près partout. C'est vrai de narcissisme, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce capital narcissique qui se déverse sur les objets, alors que, bien entendu, tout de même, on sait bien maintenant que c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, c'est vrai aussi du phallus. Freud, lorsqu'à la fin, Lacan dit Freud part de sa cause phallique, ce qui ne va pas sans bavure, que je m'emploie à éponger, c'est-à-dire en 1980, ce sont ses quasi derniers mots. C'est parce que Freud, sur le phallus aussi, il était parti du plus. Il était parti du phallus comme une donnée symbolique qui ne se questionne pas, qui héritait des Grecs comme tel, c'est-à-dire de cette sorte de quasi-divinisation jusqu'au mystère. Bon, et ensuite, Lacan a réinterprété le passage des mystères en montrant que c'était une mutation du symbole au signifiant. Mais sur le phallus aussi, sur le nom du père, pareil, Freud sauve le père, mais c'est le même principe. On part du plus, qui est le nom du père, et de là, on définit ceux qui sont castrés, c'est-à-dire le moins. Donc, je suis tout à fait d'accord avec la remarque sur l'holophrase, mais pas au sens où je parlais de la différence fondamentale de pensée entre Freud et Lacan sur cette constitution-là entre réel et symbolique. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un désaccord sur cette question. J'évoquais holo à cause de tout. Tout à fait, d'accord. Et le fait que Lacan dit un certain nombre de choses sur la débilité qui éclairent assez bien ce qu'il en est de l'embarras que nous avons avec la division entre le savoir et la vérité. C'est-à-dire que la débilité, c'est quand même une position qui consiste à toujours marquer une réserve plus ou moins grande sur la question de la division entre savoir et vérité, donc, qui tend à décalquer l'une sur l'autre. Non, bon, sinon, non, sinon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Juste peut-être alors encore, juste sur la réalité, oui. C'est que il me semble que l'introduction, justement, le fait de réintroduire d'une autre façon le tort du réel dans le tort de la réalité pour reconstituer un nœud borroméen différent du nœud de départ, c'est lié au fait que je pense que le réel vient marquer à ce moment-là, dans un second temps, celui du 8 intérieur, par exemple, il vient marquer dans un second temps une limite à l'infinitude à laquelle prétend la réalité. Moi, je pense qu'il y a une sorte de débilité qui fait que nous pensons que la réalité, qu'il y a une infinitude de la réalité, et c'est cette infinitude de la réalité
que je pense le tort du réel Mhm. vient limiter. Oui. Ça, voilà. Peut-être la révision que Lacan fait à la fin de son appréciation des mystiques. Par exemple. Ça, je crois que c'est un point très Oui, oui. important parce que l'idée, au fond, il a même une phrase à la fin où il dit qu'en fait, la psychanalyse s'occupe de la foi. Oui, oui, C'est oui. qu'elle est le lieu de la foi. Et même, y compris, je regarde ça. On parle de processus pénal, on peut parler. Oui, mais voilà, très important. Ouais. Merci beaucoup à Pierre. Un mot quand même sur il y avait une question. Bon, je lisais ce que tu as dit, ton commentaire de la phrase est extrêmement intéressant. Je me dis, il faut faire un tout petit peu attention, et je pense que ce n'est pas ton propos, de ne pas trop quantifier les deux parties des formules de la situation. Je pense que ce n'était pas ton idée quand tu dis les femmes toutes et les femmes pas toutes. C'est quand même des positions subjectives Non, j'ai pas dit. qui peuvent se mobiliser Oui, pour chacun. Oui, je disais surtout les toutes. Parce qu'il faut bien le résumer d'une façon ou d'une autre. Oui, bien Quand sûr. on dit, on va dire plutôt de dire à chaque instant ceux qui choisissent la logique, pas toutes, c'est pas toutes des femmes, c'est très compliqué. Oui, Donc c'est une façon amusante de les résumer un instant. Je risque pas de les identifier. Lacan ne dit pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Mais bien sûr la que part non. femme. Mais bien sûr. Mais bien entendu. On est tous d'accord là-dessus. C'est pas la peine de s'embêter là-dedans. Non, il n'y a pas de problème. Je peux ajouter un petit mot par rapport à ce que tu disais juste avant, là, et ce que vous avez évoqué aussi de la perversion. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que l'appréciation que porte Lacan sur Angelus Silesius, c'est-à-dire il l'extrait de la sphère mystique pour en faire un pervers. Absolument. Et ça, je crois que ça permet de bien situer la question. Oui. Absolument. Alors, la question de l'existence même de la perversion en tant que telle est une question, moi, me semble-t-il, hein, parce que quand on n'en voit pas beaucoup en analysant. Non, mais il ne s'agit pas de celle-là. Dans ce que Lacan dit sur la perversion paternelle, il ne s'agit pas de la structure perverse en lui. Il écrit perversion. Mais bien sûr. Et donc, son écriture fait qu'à mon avis, ça ne peut pas être assimilé. Mais bien sûr que non. Bien sûr. Il y a une question que je voulais poser à Pierre, c'est qu'il m'a semblé dans ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure, qui est une question intéressante autour de l'identification primaire. J'ai eu l'impression qu'au fond, et ça me paraît très intéressant, c'est comme si finalement cette identification primaire, elle absorbait les deux autres modes d'identification que relève Freud. En tout cas, c'est... Celle au trait, l'identification. Oui, bien entendu. Comme si, au fond, elle est la matrice de toute identification. Oui, je pense que c'est le cas. C'est un point très, très important. Comme rappelé, parce que Gisèle et toi, vous l'avez un peu rappelé, que la perte, l'idée de perte est une fausse idée, à mon avis. C'est une façon de donner du sens à quelque chose qui est un manque structural. Au fond, et déjà, et ce manque est anticipé, tu parlais de la prosodie ou de l'holophrase, ce manque est anticipé, on sait aujourd'hui que dans le Manet, dans le Memories, les pics prosodiques de l'holophrase première, qu'on a appelé holophrase, et à mon avis, ce n'est pas une holophrase, ce sont déjà des anticipations de la coupure. C'est-à-dire que les endroits où la mère met les accents prosodiques, on les a enregistrés, ce sont déjà des anticipations de la coupure. Des effets d'anticipation et de rétroaction. Bon, en tout cas, une soirée passionnante, on pourrait continuer, ça pourrait être matière d'un colloque, est-ce que Pierre a amené, est-ce que Gisèle a apporté. Merci encore. Merci. C'est moi qui vous remercie de votre attention. Et donc, on arrête là pour cette année. Oui. L'année prochaine, nous reprendrons un séminaire qui s'intitulera « Quelles évolutions pour la psychanalyse à venir ?» et qui, là aussi, selon la même formule, conviera quelques invités avec lesquels, de la même façon, nous discuterons chacun à notre manière. Et les dates seront bien entendu annoncées dans le courrier d'Espace Analytique. Voilà, merci beaucoup.